والسادة، أريد أولا باسم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة أن أرحب بكم وأشكركم على تلبية هذه الدعوة لإحياء الذكرى الأولى لوفاة زميلنا الأستاذ مصطفى تليلي. وإذ نقوم بهذا الواجب نحو زميل عزيز فلأنه فعلا يستحق أن يعرف به وأن يعرف إنتاجه وتعرف أعماله على نطاق واسع. فالرجل رغم أنه ذهب أولا إلى فرنسا ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقي على صلة وثيقة بتونس في كل مراحل حياته. وباب على سبيل الذكر فقط والمثال، فإنه في الأسبوع الأخير من الثورة في جانفي 2011 كان على اتصال بي يوميا عن طريق الهاتف، وهو يتابع ما يحدث في تونس متابعة مستمرة. واهتمامه بتونس كان من خلال الاتصالات التي يجريها بالمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كذلك من خلال الفصول التي كان يكتبها في نيويورك تايمز ثم التي كان يكتبها في مجلة ليدرز. ومصطفى تليلي هو في الآن نفسه مبدع، ومعروف أنه كتب مجموعة من الروايات بالفرنسية ونشرت في دار غاليمار. وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان دبلوماسيا وعلى صلة بالعديد من زعماء العالم في الشرق والغرب. والمؤسسة التي كان يرأسها بعنوان شرق وغرب East and West سمحت له بأن يكون على اتصال بالعديد من أصحاب القرار في العالم العربي وفي آسيا وفي الغرب عموما. وبعض الصور التي نعرضها الآن تدل على أنه على بعض الصلات التي كانت له. أنا شخصيا كنت شاهدا على صلته مثلا بالأمير الحسن في الأردن، صلته بخاتمي رئيس جمهورية إيران في التسعينات، وغيرهم من زعماء العالم وأصحاب القرار. كل هذا وهو لا ينسى أنه تونسي ويدافع عن الخيارات التحررية والتقدمية في بلادنا. هذه مزية كبرى لمصطفى تليلي قلما تتوفر لدى الذين يهاجرون ويقيمون في الخارج. فلهذا السبب فإنني إذ أشارك معكم في هذه الذكرى الأولى لوفاته، فإنني ممنون للأستاذة منيرة شابوتو التي أعدت هذا اللقاء. وأريد أن أشكر الزملاء والأساتذة الذين شرفونا بالمشاركة في هذه الندوة، وهم الأستاذ الحبيب الملاخ والأستاذ كمال قحة والأستاذ محمد محجوب، فإليهم شكرنا. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة منيرة شابوتو رمادي رئيسة قسم العلوم الإنسانية بالمجمع. Merci, Monsieur le Président. C'est un devoir de mémoire que nous accomplissons de
pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que, comme l'a si bien dit monsieur le professeur Abdelmajid Chalfi, c'est un exilé qui n'a jamais oublié ses racines. Et son œuvre reflète cet attachement constant au pays natal. Et cet attachement s'est traduit dans son œuvre romanesque, parce que tous ses romans n'ont pour terrain que la Tunisie, que sa région d'ailleurs, même le plus souvent. Et en même temps, c'est un personnage très original. Il était à cheval sur 3 cultures. Par ses études de philosophie à la Sorbonne, il était rattaché à l'université française. Par sa décision de quitter l'Europe pour l'Amérique, il était de culture donc anglophone et je devrais dire surtout américanophone, et en même temps il était très attaché à la culture tunisienne. Donc c'est un intellectuel de très grande valeur, et j'estimais que cette personne qui nous est chère, on devait rendre hommage à sa mémoire en partenariat entre le département des sciences humaines et sociales et le département de lettres, parce que justement son profil est original. Il l'a écrit en tant que philosophe, il était essayiste, mais il a publié sa thèse sur Nietzsche quand même. Et en même temps, il était romancier et journaliste. C'est quand même un profil assez extraordinaire. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le Président, il a suivi de très près la révolution tunisienne. Il est venu au secours de l'université en danger et il nous a aidés à fonder l'association tunisienne de défense des valeurs universitaires. C'est à tous ces titres et en tant que membre non résident de l'Académie Beit el-Hekma que nous rendons hommage à sa mémoire. Sans plus tarder, je vais donner la parole tout d'abord à Habib Malech, qui est professeur émérite de littérature française et qui est président de la DVU, le président actuel. Il va nous parler justement de la très précieuse contribution de Mostfa Tlili à la défense des valeurs universitaires et à la protection des universitaires en danger dans les événements que vous connaissez bien de l'université de la Manouba. Je donnerai ensuite la parole à Kamel Gaha et à Mohamed Mahjoub qui vont traiter principalement de son œuvre romanesque. Et pour abréger au maximum mon temps de parole, j'ai choisi de vous mettre un CV avec les principales étapes de sa vie, ses écrits. J'ai même ajouté, parce que je trouvais que mon CV n'était pas suffisant, les liens des articles publiés dans le New York Times et des articles publiés dans Leaders. Vous les avez tous. Et comme ce texte va être mis sur le site de Beit el-Hekma, vous pourrez très aisément revoir ceci. Si Habib Malech, vous avez la parole. Merci, Mounira. Je vais aussi, donc, à l'occasion de cet hommage que nous rendons à Mostfa Tlili, présenter la charte universitaire que l'Association tunisienne de défense des valeurs universitaires a élaborée, parce que justement, vous verrez qu'elle est d'un grand intérêt aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc, notre association avec Beit el-Hekma, en partenariat avec Beit el-Hekma, rend aujourd'hui ce vibrant hommage au brillant
écrivain et intellectuel tunisien Mostafa Tlili, est donc l'auteur d'une œuvre romanesque, en tant qu'auteur d'une œuvre romanesque remarquable, comme fondateur et directeur du Centre de dialogue basé à l'Université de New York. Donc, à la vue, nous apprécions à sa juste valeur l'apport de cette œuvre à la littérature tunisienne de langue française, et nous voulons aussi exprimer par cet hommage notre gratitude à Mostafa Tlili, qui a accordé un soutien indéfectible à l'association tunisienne de défense des valeurs universitaires au moment de son combat pour la défense de la liberté académique. Mostafa Tlili n'a cessé depuis ce début de ce combat en 2012 jusqu'au dénouement du procès du doyen et même au-delà de prendre fait et cause pour notre combat. C'est en fait un rendu pourtant de prêter. Mostafa Tlili a été l'un des premiers intellectuels tunisiens à signer le 17 avril 2012 l'appel pour la constitution d'un comité de défense des valeurs universitaires, de l'autonomie institutionnelle et des libertés académiques, publié dans le quotidien El Maghreb. Il a été aussi la cheville ouvrière de ce soutien accordé par l'association internationale Scholars at Risk, qui est basée à New York, soutien accordé à la cause des libertés académiques en Tunisie, et elle a suivi de très près les péripéties du feuilleton judiciaire du procès de la gifle imaginaire. Dans une correspondance au doyen Qasdarli, il écrit « Soyez assurés que je continue de suivre attentivement les péripéties de la farce judiciaire vous concernant. » Il suggère même la participation d'avocats américains à la défense et demande à leur intention un rapport en anglais dans un jargon juridique pour les mettre au courant des tenants et des aboutissants de l'affaire. En fait, durant toutes les péripéties de la révolution tunisienne et pendant la période qui a suivi, la longue période qui a suivi, il n'a cessé de se mettre au courant et de contribuer justement à défendre les idéaux et les principes de la révolution et les revendications des révolutionnaires. Durant la crise du Niqab et à l'occasion de l'assassinat de Mohamed Brahmi, il fait une campagne de presse à New York et il ne cesse de diffuser les nouvelles en provenance de Tunisie dans le milieu universitaire américain et dans le milieu du barreau. Il est l'un des initiateurs et l'un des organisateurs du colloque international Université et Nations, tenu à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba en février 2013. Il publie en 2014 un rapport en anglais et en français rendant compte de ce colloque. Voici donc cette brochure qui résume justement les travaux de ce colloque. Continuons à s'engager en faveur de notre cause. Il participe les 26 et 27 février 2014 au premier colloque international de la TDV, les libertés en Tunisie, état des lieux et perspectives, qui a donné le coup d'envoi à l'élaboration de la charte universitaire et où il présente d'ailleurs une très belle et magistrale communication. De son vivant, la faculté des lettres et des arts et des humanités de la Manouba lui rendra un hommage à son œuvre dans le cadre du laboratoire de littérature française et comparée de Habib Salha, et il y aura à cette occasion une émission à RTCI. Donc, cette charte pour laquelle il a un peu contribué dans sa participation au premier colloque international de l'ADVU, la charte s'est fait l'écho des débats qui ont eu lieu en Tunisie au sujet de la liberté académique et des valeurs éthiques pendant cette période de transition démocratique. Et elle s'est fait aussi plus particulièrement l'écho des appréhensions exprimées par
les universitaires et la société civile tunisienne à l'occasion de ces graves violations des libertés universitaires et de la remise en cause par les extrémistes religieux des règles pédagogiques, des programmes d'enseignement, des normes de la recherche qu'ils ont voulu assujettir à leurs dogmes religieux sectaires, en marquant les esprits surtout par leur volonté d'imposer le port du voile intégral à l'université. Donc, face à ces pratiques liberticides, qu'elles émanent du pouvoir politique, religieux, économique ou financier, l'élaboration d'une charte qui inscrirait sans ambiguïté aucune ces libertés dans son texte devenait une nécessité absolue pour éviter les dérives. Elle était conçue comme un texte de référence de la communauté universitaire, définissant avec une grande précision et sans aucun équivoque ces libertés en vue de les protéger, mais aussi comme une référence opposable au pouvoir politique, aux groupes qui violeraient les libertés, et aussi un instrument dissuasif, même si elle ne préserve pas les libertés des atteintes. Donc les élaborateurs ont tenu dans le texte de la charte, à la suite d'une très large concertation, à définir la liberté académique, je tiens à le préciser, parce qu'on nous dit pourquoi cette charte n'est pas d'inspiration tunisienne. Et je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, en Tunisie, depuis toujours, depuis justement notre conception des droits de l'homme, nous aspirons à l'universel, pas au spécifique. Donc, il s'agissait de définir la liberté académique conformément aux paramètres admis dans les milieux académiques internationaux et formulés dans la recommandation de l'UNESCO de 1997 et dans la déclaration de l'Association internationale des universités de 1998. Donc, la charte répond ainsi aux aspirations des adhérents de la TDV, de la communauté universitaire nationale, représentée par l'Observatoire des libertés académiques et le Forum universitaire tunisien, qui ont demandé en novembre 2012, à l'occasion d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale constituante, la constitutionnalisation des libertés académiques conformément aux normes internationales et qui ont fait en août 2013, au moment du vote sur l'article relatif aux libertés académiques, du lobbying auprès des députés démocrates de l'ANC pour l'adoption de normes universelles. La charte aussi proposée en 2008 par la Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au moment de la constitution de son observatoire, se référait aux mêmes standards. Cette charte est signée au cours d'une cérémonie solennelle le 5 mai 2017 par une centaine de personnalités du monde universitaire et diffusée depuis dans les universités tunisiennes où elle est en train de recueillir une très large adhésion. Elle est également issue des travaux préparatoires qui se sont étalés de février 2014 à mai 2017 et qui ont été publiés dans un ouvrage intitulé « Liberté académique et chartes universitaires en Tunisie et ailleurs, contribution aux journées de la charte universitaire ». Elle est par là même le reflet des préoccupations des universitaires tunisiens, inquiets de la dégradation de la qualité de la formation et de la dégringolade des universités tunisiennes dans les classements internationaux, et aussi soucieux de remédier à cette situation. Le hasard du calendrier a fait que cette cérémonie s'est déroulée chez nous à un moment où des marches internationales pour la science célébraient dans les grandes capitales du monde la science et ses progrès, l'érigeant aussi, comme le texte de la charte, en une valeur universelle par excellence. Mais elle a aussi le hasard du calendrier a aussi, ironie de l'histoire, coïncidé avec l'affaire de la thèse de la Terre plate, déposée à l'École nationale des ingénieurs de Sfax par une doctorante soutenue par son encadrant, affaire qui a secoué le monde entier, pas seulement la Tunisie. Avec cette doctorante et son encadrant, la recherche et l'histoire marchent à reculons, puisque, justement, en soutenant que la Terre est plate, ils remettent en cause avec des arguments théologiques, donc pseudo-scientifiques, ou pour le moins inappropriés à leur domaine de spécialité, les principales théories admises par la communauté scientifique internationale depuis Galilée, Newton, Kepler, dans le domaine de la physique et de l'astronomie. Eh bien, cette dérive
s'explique par l'adoption d'une problématique de recherche anachronique et caduque, mais aussi en raison des velléités d'asservissement de l'enseignement et de la recherche à des dogmes sectaires et surannés et d'une conception erronée et ridicule de la liberté académique qui fait le lit de l'obscurantisme, alors que la liberté académique est censée contribuer, comme la science, au développement de l'humanité. L'adoption d'une charte va sans doute dans le sens de l'histoire, mais l'histoire de l'université explique aussi son urgence. La TDV, ainsi que l'université tunisienne dans son ensemble, avec ses conseils scientifiques, ses conseils d'université, ses départements, ses unités de recherche, ses laboratoires, ses syndicats, est consciente des acquis engrangés par notre université depuis 1958 et capitalisée sur le long cours. Ces conquêtes, obtenues pendant les années, l'âge d'or, la formule n'est vraiment pas hyperbolique, parce qu'on évalue les résultats à l'aune des moyens modestes dont notre pays disposait. Ces conquêtes sont illustrées par, d'abord, le succès pour une longue période de la mission qui a été confiée à l'université par les pères fondateurs, celle de produire le savoir et de former non des répétiteurs, mais des esprits indépendants, capables à leur tour de remettre en tant qu'enseignants et chercheurs en cause le savoir reçu et de le renouveler. Et c'est ce que rappelle la charte. Également, les conquêtes ont été illustrées par ce rôle de vecteur d'ascension sociale, de locomotive pour le développement et de vivier pour le recrutement des hauts cadres du pays. Et donc, vous savez que l'élite, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, est attirée par l'exode. Et justement, c'est une élite qui, jusqu'à nos jours, est demandée. Plus que jamais en danger et plus que jamais demandée. Il y a aussi les gens qui sont appâtés par les sirènes du Golfe. La vue soucieuse de préserver ses acquis et inquiète de la dégradation de la qualité de la formation. C'est une des raisons de... Donc, ce déclin s'est manifesté à travers d'abord un paradoxe criard entre quelques pôles d'excellence dont les étudiants sont brillants, à côté d'institutions où la formation souffre de nombreuses lacunes et qui forment des diplômés dont le taux de recrutement reste faible. Des équilibres qui nous interpellent fortement et qui agit comme un ralentisseur du progrès du pays et entrave son développement. Aussi, des dysfonctionnements de plus en plus alarmants, dont l'ampleur n'a pas été évaluée, mais qui gagnent du terrain, comme le non-respect des normes scientifiques et éthiques dans l'exercice du métier d'enseignant et de chercheur, les problèmes issus des méthodes de gestion et de gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ceux liés au recrutement et à la promotion des enseignants-chercheurs, les soupçons de corruption, les problèmes du plagiat. Il y a une dernière affaire qui a secoué, qui a défrayé la chronique en Tunisie, c'est celle de Chott Mariam, où une thèse a été une très grande partie, thèse en agronomie, en sciences agronomiques, a été une très grande partie plagiée, qui a été découverte par l'universitaire Samih Khalifa. Donc, la TDV est soucieuse pour toutes ces raisons, avec tous ses partenaires, de pallier cette dégradation, l'hémorragie et la fuite des enseignants, attirés par le chant des sirènes du Golfe, ce qui est un bel euphémisme pour les pétrodollars, et de relever les défis auxquels l'université est confrontée, de préserver les acquis dans un premier temps et de les renforcer par la suite. Donc la TDV n'oublie pas le contexte très particulier dans lequel nous vivons. Elle ne perd pas de vue cette période. Elle sait aussi que nous vivons dans un environnement socio-économique, institutionnel et politique qui a connu des mutations profondes, dans un contexte de globalisation où l'université n'a d'autre alternative que de s'engager dans la voie de la modernisation et de la modernité si elle veut rivaliser avec les universités évoluées tant du point de vue des méthodes de gestion, de gouvernance, de l'exploitation idéale des compétences, qu'au niveau de la contribution au développement du savoir universel,
de la formation des cadres compétents dont le pays a besoin pour son développement économique et social. Aussi, notre association, consciente des responsabilités qui lui incombent dans ce contexte, estime-t-elle indispensable, dans un sursaut salutaire, la refondation de l'université, avec comme corollaire pour ce faire l'initiation de grandes réformes par les autorités compétentes en partenariat avec toutes les parties prenantes à l'université et l'adoption pour ce qui la concerne dans un premier temps de la charte universitaire que nous vous offrons aujourd'hui, qui est disponible sur ce pupitre au fond de la salle. La TDV, qui l'a élaborée pendant 3 à 4 années, considère cette charte comme une nécessité urgente et comme une œuvre de salut public pour faire face aux menaces précitées qui compromettent le devenir de cette université et l'avenir des générations futures. Cette charte cherche à clarifier auprès des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des étudiants, du personnel technique, administratif et ouvrier, les principes fondateurs de l'université, les règles de fonctionnement, les normes éthiques y afférentes, et cherche à les diffuser auprès des catégories professionnelles, parce que ces normes sont censées garantir à la fois la crédibilité pédagogique et scientifique de l'université, son indépendance par rapport à tous les pouvoirs, sa bonne gouvernance et le développement du pays. La communauté universitaire encourage ses composantes à militer pour l'inscription de tous ces principes et ces droits dans les textes relatifs à la vie universitaire qui n'ont pas changé. Et depuis 2008, il n'y a eu que la constitutionnalisation des libertés académiques. La TDV considère essentielle la participation de la communauté universitaire à la définition et à la mise en œuvre des orientations et des politiques universitaires. La proclamation de ces principes ne saurait garantir à elle seule l'accomplissement de la mission de l'université. C'est pourquoi la communauté universitaire revendique les moyens utiles et nécessaires à la formation dans l'enseignement supérieur, à la production et à la diffusion du savoir, parmi lesquels la sécurité de l'université, malmenée depuis de nombreuses années. Elle regrette donc une politique dont les contours ne sont pas clairs, une navigation à vue qui essaie de parer au plus pressé. Donc, pour conclure, je dirais que notre charte s'appesantit sur les valeurs et principes fondateurs de l'université, à savoir la liberté académique dans toutes ses dimensions individuelles, collectives et collégiales, la responsabilité sociétale de l'université, l'engagement civique de l'université auquel elle consacre de nombreux développements. Elle met l'accent sur l'ouverture de l'université sur son environnement économique et social, tout en réhabilitant les disciplines comme les lettres, les arts et les sciences humaines, considérées à tort comme inutiles par une conception utilitariste du savoir. Elle n'oublie pas non plus de mettre en exergue les règles éthiques de l'enseignement, de la recherche et de la bonne gouvernance. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Habib Malher de son exposé. Malheureusement, malgré la charte, l'université reste menacée par l'obscurantisme parce que cette affaire de la Terre plate n'est pas finie dans la mesure où aucune mesure disciplinaire n'a été prise à l'égard de l'enseignant. On a arrêté la thèse, mais bon, il ne faut pas oublier aussi que ce mouvement n'est pas que tunisien, malheureusement. Il y a aux États-Unis des géomanciens donc, qui remettent en cause toutes les théories. Donc il y a un mouvement malheureusement international sur ce retour à des thèses farfelues. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai privilégié ici l'œuvre littéraire pour deux raisons. Une personnelle
je prétends être la première à avoir découvert Mostfat Lili en 1975, parce qu'à chaque déplacement à Paris, je ne ramenais pas que des livres d'histoire, mais aussi des romans. Et quand j'ai découvert ce roman, je l'ai apporté, je l'ai lu et je l'ai prêté à des amis. Et donc Mostfat Lili, je le connais en fait par ses romans depuis 1975. Et d'autre part, je me suis trouvée au jury du Comar, qui lui a attribué le Comar d'or pour son 4e et avant-dernier roman. Donc, si vous voulez, je me sens toujours un peu de tendresse pour la littérature. Et c'est peut-être la raison de mon choix. J'aurais pu peut-être aussi demander à un journaliste de me parler de l'œuvre journalistique ou d'autres choses. Mais en tout cas, je suis très contente que mon collègue et ami, le professeur Kamel Gaha, ait accepté de présenter un papier sur cette œuvre littéraire que j'aime tant. Et je dois dire que je connais le Kamel depuis bien longtemps, puisque quand il a commencé ses études supérieures, j'ai commencé ma carrière à l'université. Donc je peux dire que nous nous sommes côtoyés depuis toujours dans cette sphère. Et au départ, pour moi, Kamel, c'était surtout celui qui avait si bien exploré Kateb Yassine. Donc je ne vais pas continuer, il a un CV merveilleux que je peux mettre aussi en ligne si vous y êtes intéressé. Mais je suis sûre qu'il va nous régaler en nous parlant de l'œuvre littéraire, de l'œuvre d'un romancier qui n'a jamais oublié ses racines, même en écrivant à New York et même en écrivant en français. Il a été tout le temps à l'écoute de ce pays natal et de sa belle région. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Kamel, qui va nous dire le roman d'une génération qui a gaspillé ses poètes. Je suis curieuse de l'écouter. Merci, cher ami. Merci, Mounira. Oui. Sartre disait les monuments funéraires dans les cimetières célèbrent la vie, Oui. et non la mort. De même, quand nous rendons hommage à l'un de nos morts, en fait, nous célébrons les valeurs qu'il n'a cessé de promouvoir et de défendre. Dans ses œuvres, quelles qu'elles soient, mais également dans sa vie. Je dois cependant, au seuil de cette présentation, insister sur un point. Les fictions de Mostfat Lili ne sont pas Mostfat Lili. Et les personnages que nous découvrons, même si certaines de leurs expériences, une partie de leurs itinéraires respectifs, se retrouvent dans la vie de Mostfat Lili, il serait hasardeux de les confondre avec l'auteur. Donc, comme le rappelait si aimablement Mounira, je vais vous parler des romans essentiellement de Mostfat Lili. Et j'ai apporté un sous-titre, roman d'une génération qui a gaspillé ses poètes. Effectivement, titre accrocheur peut-être, mais il n'est pas de moi. Tu l'as mis en guillemets, je m'en suis Merci, notée. merci, c'est gentil. En fait, une génération qui a gaspillé ses poètes, je vais vous le... C'est le titre d'une étude très célèbre de Jacobson, consacrée au début du siècle dernier à un hommage à Mayakovsky, qu'il avait connu
quand il était encore en Russie, avant d'émigrer aux États-Unis lui-même. Dans les romans de Mostfatlili, presque tous les héros ont une solide culture poétique et récitent à de nombreuses reprises, de mémoire, les poésies de Desnos, de Peirce, Eliot, de Hallej, à des moments intenses de leurs parcours initiatiques respectifs. Mais malgré tout, ils demeurent obsédés d'histoire, ou plus exactement d'historicité, et donc fatalement condamnés à s'énoncer dans le temps, c'est-à-dire à se raconter, ou du moins à tenter de transformer leur historicité problématique et très souvent tragique en récit. Le roman est, par définition, le genre qui met en forme la prise de conscience chez le sujet de l'histoire ou du temps comme vocation et comme destin, comme seul espace d'effectuation de l'humain. Mais que les personnages soient imprégnés de culture poétique, suffit-il à justifier ce titre et dans quel sens faut-il le prendre? Je le disais tout à l'heure, ce titre pastiche en fait une étude célèbre du grand linguiste Jacobson. Il fait référence à toute une génération de poètes, Goumilev, Bloch, Mayakovsky et Sénine, qui ont connu une fin tragique, poussés au suicide ou parfois exécutés. Pour quel tort? Pour avoir cru tous que la beauté, l'équité et la joie doivent être le but ultime de toute révolution. Les héros dans le roman de Tlili sont tous mus par les mêmes aspirations et appartiennent à une génération. Ils ont la trentaine à peu près. Une génération qui a rêvé d'un monde plus fraternel et plus beau. Tous connaissent également une fin tragique et violente, aux antipodes de leurs rêves et de la culture qu'ils portent en eux. Tous sont également obsédés d'écriture et sont des créateurs bien particuliers qui tentent de donner un sens et une forme à l'appétit de vie qui les porte, au désir d'amour qui fait vibrer leur corps et au rêve de beauté et d'absolu qui les hante, dans un monde qui demeure sourd à leurs aspirations profondes et qui s'acharne avec une logique implacable à les nier, à les écraser. La conscience aiguë du fossé qui sépare l'aspiration légitime au beau et au juste de la dynamique sourde et violente du réel constitue, quand elle se conjugue avec un désir irrépressible d'expression, une matrice poétique qu'on retrouve dans tous les romans de Tlili. Tous ces héros sont obsédés de deux praxis, l'une historique et tragique, l'autre poétique et jubilatoire. Comme tous ces personnages centraux, ces héros, Mostfatlili vient au monde durant les années de l'occupation française du pays, en fait des pays maghrébins. Plus exactement le 17 octobre 1937, et sortira de l'enfance et des années d'apprentissage en Tunisie puis en France pour être le témoin des balbutiements et des soubresauts des jeunes États nationaux maghrébins. Cette double appartenance aux ères coloniales et postcoloniales, qui constitue la matière et l'arrière-plan dans toutes ces fictions, l'inscrit dans un ensemble de créateurs définis
comme la deuxième génération d'écrivains maghrébins d'expression française, comme Kateb Yassine, Shraibi, Mohamed Dib. À titre d'exemple, par opposition à la toute première génération, celle de Mouloud Faraoun, Mouloud Ma'amri, Melek Sefriwi, Melek Weri et de bien d'autres. Mais force est de constater que le romancier tunisien est rarement associé à cette génération de créateurs maghrébins dans les rétrospectives et les études consacrées à ce corpus, et que les articles et recherches de tout genre qui lui sont dédiés sont plutôt relativement rares, malgré les qualités d'écriture que nous avons déjà relevées et la publication de la plupart de ces romans chez des éditeurs prestigieux. En fait, il nous semble qu'on a davantage parlé de Mostfatlili depuis 2011 pour ses prises de position politiques contre toutes les formes de fondamentalisme et son soutien à la révolution tunisienne que de ses romans, et en relevant généralement qu'il anticipe dans ses fictions le déferlement de la vague grise des intégrismes suicidaires. Mais il y en a une injustice patente, parce que ces œuvres romanesques méritent plus d'attention pour leur qualité d'écriture, le degré de leur élaboration formelle et la richesse des contenus qui y sont développés. Il existe cependant des différences objectives entre les auteurs maghrébins de la deuxième génération et Mostfatlili. Différences qui peuvent expliquer en partie cette différence de traitement et nous aider à mieux le situer. Il y a d'abord dans le cas de Tlili une complication du schéma existentiel et du tissu romanesque par la revendication d'un triple ancrage ou enracinement, historique et ethnique, culturel et géographique, et cela dans presque tous ses romans. Et c'est la traversée de ces espaces et de ces identités qui donne aux œuvres de Tlili leur spécificité. Ce n'est plus d'une simple confrontation entre le monde des ancêtres et le monde moderne, incarné dans la présence coloniale qu'il s'agit, comme c'est le cas dans les œuvres de la littérature maghrébine d'expression française de la deuxième génération. C'est plutôt d'un décentrement des espaces et des identités entre un foyer originel ethnique et un premier foyer de décentrement dédoublé en un foyer d'exil américain. Marc Gontard, qui a consacré une étude sur la plateforme Limag à Mostfatlili, considère que cette démultiplication des exils et des déracinements ne fait qu'hyperboliser l'expérience de l'exil chez Mostfatlili. À cette première différence s'ajoute une seconde, qui n'est pas à négliger. C'est le caractère relativement tardif de l'œuvre romanesque de Tlili, qui a publié son premier roman, La Rageterie, en 1975, par rapport aux auteurs de la deuxième génération, et à un moment où cette littérature vivait une profonde mutation formelle et thématique. Dès 1970, Kateb Yassine semble renoncer au roman comme forme d'expression et inaugure son ère brechtienne avec L'homme aux sandales de caoutchouc, inscrivant ainsi la création littéraire dans le cadre d'un engagement internationaliste qui prolonge certes la confrontation avec l'occupant colonial, mais s'en distingue par la forme et par le contenu. Presque au même moment, l'un des auteurs phares de la première génération d'écrivains maghrébins, d'après les indépendances,
publie une œuvre incendiaire, La répudiation, de Rachid Boujedra, dans laquelle il se livre à une critique radicale de la tradition et du monde des anciens, adoptant une démarche clinique quasi ethnographique. Alors que Mostfatlili, et cela dès la Rajotrip, élabore sa topographie romanesque comme un cadre spatial tridimensionnel qui ne variera pas dans ses autres œuvres, l'origine comme foyer des ancêtres fondateurs et de leurs héritiers, l'espace greffé par la colonisation au foyer originel, et qui n'est que l'écho lointain de l'espace métropolitain que le héros découvrira quand il s'expatriera pour conquérir le savoir et la modernité. Et enfin, le troisième foyer spatial nord-américain qui hyperbolise en quelque sorte l'arrachement aux espaces identitaires premiers et la solitude de tous ces personnages romanesques. En dépit de toutes ces lignes de démarcation, nous pensons que les points de recoupement thématiques sont plus fréquents qu'on ne le pense entre les œuvres de Tlili et celles des auteurs de la deuxième génération. L'hypostase du temps mythique des ancêtres et de la joie simple au contact des êtres et des choses est un topos qu'on retrouve aussi bien chez Khatib Yassine que chez Mostfatlili. De même que l'ambivalence de la relation à l'autre, au colonisateur et à son monde. Qu'est-ce qui accentue donc chez le lecteur des fictions de Mostfatlili ce sentiment de spécificité et de différence, malgré ces lignes de recoupement, et de quel mal cette génération de créateurs et d'intellectuels déracinés est-elle le symptôme? Mostfatlili est l'auteur de 5 romans, publiés entre 1975 et 2008, dont 4 ont eu l'honneur d'être retenus pour la fameuse collection blanche chez Gallimard, le 5e ayant été publié chez Jean-Jacques Pauvert et les éditions Garnier en 1982, avant d'être repris dans la collection de poche Folio en 1986. Le premier de ces 5 romans a également été réédité dans la collection de poche Folio, augmenté d'une suite sous le titre « Rage et sang pour une grande bataille ». Tlili est aussi l'auteur de 2 recherches académiques, une thèse de doctorat d'État, Rousseau et Nietzsche, 2 penseurs de la décadence, et d'une étude sur l'idée de nature chez Jean-Jacques Rousseau, ainsi que d'un essai hommage à Nelson Mandela, coédité avec Derrida en 1987. Mais même si les idées de décadence, de nature, d'histoire et de culture sont également d'une grande importance dans ces fictions, nous ne parlerons que, mais nous nous contenterons ici de la présentation de l'œuvre romanesque. L'ordre de publication de fiction est à prendre en compte dans une étude de cet ensemble romanesque. La Rajotrip paraît en 1975. Il est suivi de Le bruit d'or en 1978 et Gloire des sables en 1982. La Rajotrip connaît ensuite une révision donc en 1995. Viennent enfin les 2 derniers romans, La montagne du lion en 1988 et Un après-midi dans le désert en 2008. Œuvre qui sera couronnée par le Comar d'or la même année. Nous pensons qu'on peut répartir ces œuvres en 2 ensembles relativement homogènes. Le premier constitué par les 3 premières fictions et le second par les 2 dernières. La montagne du lion et Un après-midi dans le désert donc sont les 4e et 5e œuvres romanesques de Tlili.
même si, entre ces deux ensembles, des points de ressemblance peuvent être trouvés. Notamment si on prend en considération l'itinéraire suivi par tous les héros romanesques, de l'enfance aux années d'apprentissage jusqu'à l'exil et l'engagement final, aux côtés des démunis de la terre, les damnés de la terre, expression titre de Frantz Fanon, très souvent reprise à leur compte par ces héros, notamment dans La Rage aux tripes. Dans toutes ces œuvres, également, le parcours des héros est toujours reconstitué a posteriori, sous forme de narration rétrospective, au fil des souvenirs, des traces mnésiques et des associations d'idées. Le foyer de la narration étant éclaté en plusieurs instances et selon plusieurs perspectives et formes d'énonciation, variant d'une énonciation conative, donc à la deuxième personne du singulier, toute rhétorique, pour mieux rendre compte du flux des réminiscences et de leur volatilité, à la narration témoignage, comme dans Gloire des sables, où un journaliste américain tente de reconstituer le parcours paradoxal de Youssef Montassar. De jeunes prodiges maghrébins parfaitement intégrés dans la société américaine et militant dans le mouvement Young Democrats, en terroriste sanguinaire qui torture ses adversaires et prend part à l'attaque armée de la grande mosquée sacrée de la Mecque, où il trouve la mort. Mais le journaliste n'est pas le seul foyer de narration, puisqu'il est relayé par l'énigmatique professeur Hutchinson, ami de la famille, qui révèle à Dick Kazé, gendre de Youssef Montassar, la part sombre du mari de sa fille. Le schéma énonciatif se complique encore par le recours, dans tous les romans évoqués, à la technique du collage, de journaux intimes, de lettres et d'extraits de communiqués de presse. Gontard, encore une fois, rend compte de cette complication constante des schémas de l'énonciation chez Lily comme d'une métaphore qui traduit l'exacerbation du sentiment de l'exil et du déracinement chez ces héros, obsédés de leur origine et de leur identité. Cette analyse pertinente s'applique parfaitement aux 3 premiers romans de l'auteur et nettement moins aux 2 derniers. Et c'est ce que nous allons nous attacher à montrer, à tenter de le faire du moins. Signalons tout de même qu'au moment de la publication de l'étude de Marc Gontard, Lily n'avait pas encore fait paraître son 5e roman. Dans les 3 premiers romans, l'essentiel de la matière romanesque ou contenu de la fiction est réservé à la vie des héros en France, à Paris d'abord, puis aux États-Unis, essentiellement à New York d'ailleurs. C'est dans cet espace exogène que nous découvrons ces héros, durant leurs années de formation d'abord, puis dans leur vie professionnelle. Les lieux mentionnés sont d'ailleurs caractérisés avec un luxe de détails et de localisation quasi stéréotypée pour caractériser la vie des intellectuels de gauche à Paris pendant les années 60 et 70, le Café de la Sorbonne, le Cluny, la Closerie des Lilas pour Paris, et Greenwich Village, Manhattan, Central Park pour New York, pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus emblématiques. Et c'est dans cette configuration romanesque qu'on peut parler, comme le fait Marc Gontard, de dédoublement de l'exil culturel et géographique et de déracinement. La deuxième configuration romanesque, constituée par les 2 derniers romans, inverse les schémas topographiques et consacre à peine quelques paragraphes au parcours biographique des héros, réservant l'essentiel du matériau romanesque et de la diégèse à l'espace endogène maghrébin. Plus exactement, à la localité quasi mythique
de la montagne du Lion dans le sud tunisien. Le personnage de l'intellectuel maghrébin déchiré entre les liens viscéraux qui l'attachent à sa communauté d'origine, son appétit de vie et de savoir, et les tentations irrépressibles de fusion avec l'autre, est réduit dans les deux derniers romans à sa plus simple expression. D'ailleurs, la figure de l'intellectuel dans La montagne du Lion et Un après-midi dans le désert est dédoublée en deux personnages qui incarnent chacun un côté ou un aspect de la vie des héros de Mostfat Lili. Petit frère, appelé aussi cadet dans Un après-midi dans le désert, et le révolté, qui, après des études à Sadiki puis à Paris, mobilise son savoir et son intelligence pour affronter toutes les formes d'injustice et de domination et s'engager dans la lutte armée aux côtés de tous les démunis de la terre, en Palestine et chez les Khmers rouges. Après avoir échappé aux prisons du jeune État national, attelé à la tâche de la modernisation autoritaire et répressive du pays. Le deuxième aspect constitutif de la figure de l'intellectuel est incarné par un autre personnage, celui qu'on désigne métonymiquement comme l'Américain. Il s'agit de l'aîné de Petit Frère, qui a fait ses études, lui, dans la prestigieuse université américaine de Harvard et qui vit aux États-Unis, ne revenant à la montagne du Lion qu'une fois par an pour rendre visite à sa mère, Houria. C'est ce personnage qui incarne dans La montagne du Lion le narrateur qui reconstitue les faits et essaye d'en informer son frère absent, mais qui tente aussi de rationaliser tout ce chaos pour en dégager le sens possible. En fait, nous pouvons aller jusqu'à dire que Petit Frère et l'Américain ne sont pas les vrais héros dans ces deux derniers romans, et qu'ils sont à situer dans un arrière-plan qui est là pour suggérer une continuité avec la première configuration romanesque. Les vrais héros dans ces deux romans sont Houria, qui est l'âme de la montagne, c'est la mère de Petit Frère et de l'Américain, son frère américain, descendante des ancêtres les Ouled Gharib, seigneurs savants et guerriers chassés d'Espagne, qui ont élu le site de la montagne comme nouvelle patrie. C'est aussi Saad, le Nubien, fidèle serviteur de Houria et rescapé de Monte Cassino, qui ne comprend pas l'aveuglement des nouvelles autorités et qui leur tient tête, moins pour une quelconque conviction politique ou idéologique que par solidarité avec sa maîtresse, qui pense que les choses ne doivent pas changer à la montagne du Lion. Signalons enfin que dans La montagne du Lion, et surtout dans Un après-midi dans le désert, l'espace se scinde en deux aires distinctes, en deux localités séparées par une route. Le grand parcours numéro 5, le GP5 dans le roman. Je cite, la montagne du Lion est formée d'une part d'un village traditionnel, et c'est l'agglomération fondée par les ancêtres de Houria el-Gharib, au pied de la montagne du même nom, et qui se trouve à la lisière du désert, et d'autre part, d'un ancien quartier européen dit La Source, et qui est la périphérie du village. La poste héritée de l'ère coloniale est située dans ce quartier, qui, pour être plus précis, est éloigné d'environ 2 km du village. Cette citation est prise dans le 5e et dernier roman, Un après-midi dans le désert. Cette scission de l'espace en deux aires distinctes consacre dans le texte le fait colonial comme fait historique et culturel.
et deux aires qui ne communiquent que par le biais de l'école où sont envoyés les enfants du village, petit frère et le futur docteur américain, ainsi que par la poste qui relie les deux communautés au monde extérieur. Le même schéma et les mêmes personnages pratiquement vont se retrouver dans un après-midi dans le désert. À une complication près, l'apparition d'un nouveau personnage, Hafnaoui, personnage central de ce 5e roman de Mostfat Lili, au même titre que Harriya et Saad le Nubien. Seul survivant de son clan décimé par la faim et par les tempêtes du désert, Hafnaoui va s'imposer grâce à sa force physique et à sa beauté, comme le protégé et le serviteur de la patronne de l'hôtel des Peupliers, Mathilde, la veuve du colonel Garnier, rescapée de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire, l'histoire de Hafnaoui avec Mathilde, d'abord, puis avec Ursuline, la seconde femme de M. Berman, l'instituteur socialiste du village, constitue l'essentiel de la matière romanesque des sections 2 à 5 du roman. Depuis son arrivée à l'hôtel des Peupliers et son ascension fulgurante au rang d'amant quasi officiel de Mathilde, puis d'Ursuline, jusqu'à son transformation en notable local, propriétaire et gérant du même hôtel légué par Mathilde après son retour définitif. La reconduction du même schéma spatial et des mêmes personnages, pour l'essentiel, fait dire à Jean Desjeux qu'un après-midi dans le désert est la suite donnée par Mostfat Lili à la montagne du Lion. Nous préférons pour notre part parler du même ensemble romanesque, à situer par rapport au premier, constitué par les 3 premières fictions. Si dans les premiers romans, c'est la quête de soi à travers les espaces et les cultures de référence des 3 héros, Jalal Ben Shrif et Youssef Montassar, d'origine algérienne, et Adel Safi, d'origine tunisienne, cette quête douloureuse et problématique s'estompe complètement dans les 2 derniers, où elle est à peine suggérée dans le dédoublement de la figure de l'intellectuel maghrébin, en militant intraitable de toutes les causes impossibles, rôle assumé par le fils cadet de Harriya, et en un deuxième personnage voué, lui, à l'écriture et au travail de mise à distance des événements et des émotions, par la réflexion et la distance critique. L'essentiel de cette trame romanesque retranscrit la vie des habitants de la montagne du Lion dans le village traditionnel, autour de la figure de Harriya, de Saad le Nubien et de l'imam Sadaq, et dans la petite agglomération où évolue la communauté française, à la source, avec le colonel Garnier, Mathilde, Berman l'instituteur, etc. Ainsi se font face 2 mondes, celui de la tradition et des ancêtres, les Oulad al-Gharib, à la montagne du Lion, et le monde des autres, autant dire le monde extérieur à la source. Ces 2 espaces symboliques sont les foyers respectifs d'une confrontation tragique entre la société traditionnelle et l'histoire. Celle de l'intrusion du monde moderne au cœur même de cette tradition, par les vecteurs historiques que sont la colonisation d'abord, puis par la dynamique violente et autoritaire propre aux politiques de modernisation forcée des jeunes États nationaux. Ainsi, emblématiquement, 3 durées vont se succéder à la montagne du Lion et sceller le destin de ceux qui y vivent. Une durée mythique propre à la tradition immémoriale et quasi éternelle,
Une deuxième durée désignée dans les deux romans par l'expression du temps des Français, qui renvoie à la période coloniale, et une troisième durée que l'on est tenté de dire nationale, au moment du départ des Français et de l'accès à l'indépendance. Les jeunes autorités nationales réquisitionneront les bâtiments officiels du pouvoir colonial pour y installer leurs représentants et gouverner à partir de la source où était installée la communauté européenne. La première durée est celle du mythe toujours vivace des ancêtres. Fondateur du site, absent légendaire toujours présent dans l'imagination de Hurriya et qui donne un sens à tous les gestes de sa vie, transmués qu'ils sont en un rituel fervent de célébration de leur mémoire. Tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle pense, sa fierté comme sa sagesse, son courage comme sa droiture, toute sa vie est une prière à la gloire des seigneurs guerriers et savants. Quand elle stimule chez ses deux fils la passion du savoir, elle le fait par fidélité à leur science. Quand elle se dresse fièrement face à toutes les adversités, elle le fait en héritière légitime de leur gloire. Et quand elle tient tête aux représentants du pouvoir national, qui veulent, par leur projet, souiller la terre des ancêtres en implantant un site touristique, elle ne fait que défendre la montagne sacrée qu'ils lui ont laissée en héritage. La logique qui régit la vie et le monde à la montagne du Lion est simple. Ce qui est ce qui doit être. Par la volonté impénétrable de Dieu, maître de l'univers, et des ancêtres, l'homme doit accepter avec reconnaissance aussi bien les moments de joie et d'opulence qui lui sont donnés à vivre que les revers de fortune et les grands malheurs qui lui sont imposés. Comme l'ont fait les ancêtres, chassés d'Espagne, et les habitants de la montagne et du Lion, les années de sécheresse et de famine. Le bonheur et la sérénité sont à ce prix, et l'on ne doit en aucune manière, perturber l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire l'ordre de la tradition. Or, c'est ce que font justement les nouvelles autorités, en voulant interposer entre la maison de Hurriya et la montagne sacrée un ensemble touristique. Et c'est ce qui déclenche les événements qui vont conduire à sa mort et à celle de son serviteur Saad. Telle est la durée de la tradition. Elle ne peut se perpétuer qu'intangible et immaculée. Toute hybridation conduit fatalement à sa dégénérescence et à sa disparition, comme disparaît la montagne du Lion à la fin des deux romans. J'ai là une citation, mais on me demande d'aller plus vite, dans laquelle il est question de géographie mystique. La formule définit très bien, et elle est de Clini, cet espace à la fois symbolique et réel, qu'est là la tradition. Donc ceci pour cette première durée. La deuxième durée est celle du temps des Français, expression récurrente dans un après-midi dans le désert, qu'on trouve également dans la montagne du Lion. Et là aussi, je vais passer rapidement pour dire que, et c'est très important, dans les romans de Mostfatlili, les premières années de la colonisation ne sont pas appréciées négativement. Totalement. La présence des Français, la présence française est en fait tolérée par la société traditionnelle. Pour quelle raison? La raison
nous allons la découvrir beaucoup plus loin lorsque, une fois les Français partis et le jeune État national les ayant remplacés, il va s'attacher à modifier le rapport des autochtones à l'espace et aux symboles. Et l'imam dit justement aux délégués qui vient remplacer le chef de la gendarmerie, M. Faure, les Français ne se mêlaient pas de nos affaires. Donc, en fait, les deux communautés évoluaient parallèlement, n'interféraient que dans les gestes de survie de la vie quotidienne. Et c'est justement ce que ne fait pas le jeune État national, assoiffé de modernisation autoritaire. Cet effort ou ce travail de modernisation est présenté sous les jours les plus négatifs dans les deux derniers romans de Mostfat Lili, comme un travail de destruction. Il reste une partie que je vais résumer seulement, je ne vais pas la lire. Elle concerne les 3 premiers romans, dans lesquels donc nous avons cette expérience de l'exil dédoublé, français et francophone dans un premier temps, ensuite américain et donc new-yorkais essentiellement, et anglo-saxon. Les 3 héros, Jalal Ben Cherif dans La rage aux tripes, Adel Safi dans Un après-midi dans Le bruit d'or, et Youssef Montassar dans Gloire des sables, passent par les mêmes étapes. Première étape, l'appétit de savoir et de connaissance au contact de l'école française, conforté par l'étape parisienne et découverte donc des milieux de la gauche qui soutenaient à l'époque surtout la guerre d'Algérie. Donc époque d'engagement, disons, marxiste. Et ensuite, découverte de l'Amérique, après de différentes expériences malheureuses que vivent les héros. Ce que je voulais montrer, et c'est à cela que je vais passer tout de suite, jugeant dans La rage aux tripes, en fait, c'est une rétrospection. Et cette rétrospection est présentée sous forme d'un procès que le personnage central, Jalal Ben Cherif, s'intente à lui-même. Il se demande des comptes, et ce qui est inquiétant, je trouve cela inquiétant, c'est que ni l'engagement aux côtés des maquisards du FLN, ni sa période, disons, marxiste et marxisante dans les milieux de gauche parisiens, ni les valeurs universalistes et humanitaires ne trouvent gré à ses yeux. En d'autres termes, dans ces 3 romans, toutes les idéologies sont renvoyées dos à dos. Aussi bien Youssef Montassar, qui devient un intégriste, un fondamentaliste, que Jalal Ben Cherif, qui est en fait le commandant Jalal du maquis algérien. Or, cette superposition des références est stimulante parce qu'elle nous interpelle. Et je passe directement à la conclusion. Le personnage juge son parcours comme celui d'un chien docile ou d'un bâtard. Ce sont les métaphores que vous allez retrouver dans des citations
qui sont dans le texte, mais que je ne vais pas reprendre. Les métaphores de la bâtardise et du chien docile sont d'une grande sévérité et pourraient laisser croire que le héros Chetlili ne fait que porter des masques, qu'il emprunte selon les contextes et la culture du moment, sans y adhérer. Ce serait, selon nous, faire un contresens grave qui mutilerait l'œuvre. Toutes les postures passées en revue constituent des moments biographiques vrais et intenses du héros. Mais ils ne comblent pas le vide de sens qui continue de l'habiter et qui finit par éclater au grand jour à la première crise existentielle qui lui révèle sa nudité, c'est-à-dire le déséquilibre entre son appétit de vie et de sens et ce que le monde peut lui offrir comme projection possible de cet appétit. L'absence d'une culture de la vie crédible et soutenable renvoie le héros à l'énergie sourde en lui, qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais à ce stade, elle n'est qu'une force de négation radicale. Et c'est la situation des trois héros à l'issue de leurs pérégrinations existentielles, Jalal Ben Shrif dans La Rage au Trip, Adel Safi dans Le Bruit d'or et Youssef Montassar dans Gloire des Simples. Triste constat. Les cultures classiques, nationales, humanistes, nationales et même nationalistes, humanistes et universalistes, les libérales parmi elles comme les sociales, ne sont plus déclinables en projets porteurs de sens, en projets de vie. L'excès d'énergie et d'espoir chez tous ces trentenaires ne peut s'exprimer que sous la forme du nihilisme le plus radical. Peut-être faut-il prendre en considération ce que, à une autre occasion, j'ai appelé ce devoir d'intelligence, cette responsabilité qui incombe à ceux qui ont tâche pour comprendre et pour essayer tout d'abord de rendre compte de ce qui est, pour rendre visible ce qui est possible. Peut-être faut-il voir une lueur d'espoir également dans le supplément apporté par le romancier à sa première fiction, dans Rage et sang pour une grande bataille, dans laquelle Jalal Ben Shrif, après avoir donc pris part à la révolution palestinienne, finit par constater qu'elle a échoué et se replie pour se consacrer entièrement à une lecture critique de l'histoire. Merci, Mounir. Et désolé pour le défaut. Je remercie mon ami et collègue, le professeur Kamel Gaha, pour cette étude très fouillée de l'œuvre romanesque de Mostfat-Lili. Je voudrais juste rappeler en historienne que Mostfat-Lili a fait ses études à Paris pendant la grande période de la lutte et de l'indépendance des trois pays du Maghreb. Il était là, il était impliqué, et c'est en même temps la période où on commence à découvrir de plus en plus les horreurs de Staline et où les défections se succèdent à un rythme continu au Parti communiste. Donc il y a tout ce contexte qu'il faut prendre en compte pour comprendre un peu l'œuvre romanesque de Mostfat, son éloignement de la gauche communiste, parce que c'était elle qui dominait, et puis il aurait fallu parler aussi
de ce fameux 115 et des deux cafés où se retrouvaient les communistes et les perspectivistes, hein, qui ont joué un rôle très très important dans la prise de conscience et en même temps dans la participation à la lutte pour l'indépendance. Et lorsque l'indépendance de l'Algérie a été enfin acquise, un ami algérien et un ami tunisien se trouvaient dans le métro. L'Algérien avait le journal et était dans un délire d'enthousiasme, et le Tunisien à côté de lui, avec lui. Et à un moment, l'Algérien lui dit « Mais tu es quoi, toi ?» Il lui dit « Je suis tunisien. » Il lui dit « C'est pareil, c'est pareil. » Donc il a accepté que le Tunisien profite aussi ou communie avec lui pour l'indépendance de l'Algérie. Excusez-moi pour cette excursus. Je voudrais aussi signaler que la montagne du Lion, qui est vraiment l'expression la plus claire de Mostfat Lili contre l'autoritarisme et contre la tyrannie, a été interdite en Tunisie. Il faudrait quand même se rappeler que notre ami Ben Ali, en 88, avait déjà commencé à virer sa cutie. Hein? Bon, alors maintenant, et je remercie particulièrement mon ami et collègue, le professeur Mohamed Mahjou, qui, aux chances, est philosophe, comme Mostfat Lili de formation. Il peut-être le comprendra mieux encore que nous tous, et qui, lui, s'est beaucoup intéressé depuis plusieurs années au problème de la traduction, et qui va nous parler justement de la traduction des romans de Mostfat. À toi la parole. Merci, Mounira, et merci à Beit al-Hikma de m'avoir donné l'occasion de participer à cet hommage à Mostfat Lili. Mostfat Lili que je n'ai connu à la vérité que dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire à partir de 2009-2010. Je ne connaissais pas son aspect philosophe. Et d'ailleurs, je crains qu'il n'y ait une confusion entre Mostfat Lili, le nôtre, et Mostfat Lili, le philosophe, qui a fait une thèse sur Rousseau et Nietzsche. Oui. Donc, il a fait des études de philosophie au niveau de la licence. Non, il est revenu en France, je regarde le CV, il est revenu en France pour soutenir une thèse d'État. Donc, moi, je n'avais pas de naviguer. Mais je ne lui connaissais pas cet aspect, sinon j'en aurais parlé avec lui. Deuxième chose, pourquoi à la fin? Parce que c'est à ce moment-là que le Centre national de traduction que je dirigeais s'est occupé de la traduction de l'un des romans de Mostfat Lili, c'est-à-dire Gloire des sables. Mais d'une manière plus générale, très peu d'ouvrages de Mostfat Lili ont été traduits en arabe, si je tiens compte donc de ces ouvrages de philosophie dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais il y a deux romans qui ont été traduits. Le premier, c'est Un après-midi dans le désert, que nous devons à Slaheddine Poujeh, et qui a été publié chez Sud Édition à Tunis en 2009, sous le titre arabe Zahiratun fi Sahara. Le second, Gloire des sables, que nous devons à Mohamed Ait Mihoub, dont nous devons la traduction à Mohamed Ait Mihoub, est publié au Centre national de traduction à Tunis en 2010 sous le titre Majd al-Rimel. C'est celui-là. Alors, moi j'ai délibérément choisi de ne parler aujourd'hui que de ce second roman. D'abord parce que le premier, je l'ai, mais je n'ai pas trouvé le temps de le dire, franchement. Donc, je vais parler de ce second roman, paru en 1982 en France, parce que sur ce roman, il y a eu plusieurs fois un échange entre Mostfat Lili et moi, dont je ne comprenais pas tout de suite le sens.
Donc, ce que je vais dire relève plutôt du témoignage que de l'analyse approfondie et surtout après les considérations très profondes avancées par mon ami et collègue Si Kamel Gah. Le Centre national de traduction, qui comptait en cela sur plusieurs commissions d'éminents universitaires, faisait établir chaque année son programme de traduction par une commission de spécialistes. Et le groupe de traduction qui approvisionnait la collection Adab ad-Dunya, dans laquelle est publié Majd al-Rimal, Littérature du monde, était justement présidé par Kamel Gah. Voilà. Le monde est petit. Et c'est ce groupe qui avait proposé, dès 2008, la traduction de Gloire des Sables. Puisque nous parlons aujourd'hui de la traduction, donc de réception, c'est une première réception, il est utile de rappeler que nous faisons alors la distinction entre les ouvrages tunisiens, nous faisions alors la distinction entre les ouvrages tunisiens écrits en arabe et traduits vers d'autres langues, y compris vers le français, et que nous faisions paraître dans une collection que nous avions baptisée alors la collection VAD, avec les caractères latins de D-H-A-D, c'est-à-dire ce qui vient de la langue du VAD. Et le texte de Mostfatlili n'était donc pas reçu comme un texte de littérature tunisienne, mais plutôt comme un texte de littérature mondiale, et sa première réception a donc dû le classer hors VAD. On avait voulu alors le récupérer dans un arabe qui le ferait lire par les arabophones comme un morceau de littérature mondiale, donc qui ne les concernait pas trop directement, mais cependant qui ne leur était pas indifférent. Voilà pour la première réception de Gloire des Sables que personnellement je n'avais pas encore à ce moment-là, que je n'avais pas encore lu. J'avais fait confiance à mes collègues qui avaient recommandé la traduction de Gloire des Sables, mais je ne l'avais pas encore lu. Je ne sais pas par quel mécanisme, certainement par l'intervention de la maison d'édition de Gloire des Sables, Mostfatlili, que nous n'avions pas alors approché, se mit en contact avec le Centre national de traduction. Donc c'est lui qui s'est mis en contact avec le Centre national de traduction et avait commencé à poser ces conditions que je trouvais désagréables au début, relatives surtout à la qualité de la traduction. Alors, comme la traduction se faisait du français vers l'arabe, nous avions chargé le professeur Mahmoud Tarchouna de réviser la traduction de Mohamed Ait Mihoub. Mostfatlili avait exigé cependant que la traduction lui soit remise, malgré la révision de Mahmoud Tarchouna, avant de valider, avant l'impression. En fait de réception, donc, Mostfatlili voulait codéterminer la perception arabe de son texte. Et donc il n'acceptait pas que cette perception soit faite n'importe comment. C'est vrai, Mohamed Ait Mihoub commençait son travail de traducteur. Depuis, il a traduit plusieurs ouvrages, et Mohamed Ait Mihoub, c'est aussi un écrivain, romancier, connu, mais nous avions quand même confié la révision de cette traduction à Mahmoud Tarchouna, qui n'était pas n'importe qui. Malgré cela, je sais que Mostfatlili le connaissait bien, malgré cela, il avait exigé que la traduction lui soit remise et que donc il la valide avant le bon à tirer. Oui, mais évidemment on peut discuter. Ce n'est pas du tout une chose que l'on fait ordinairement dans ce genre de traduction, parce que c'est une manière de déterminer la réception, c'est une auto-interprétation, c'est pas évident. Donc en principe, nous laissons le traducteur faire, nous confions à un traducteur de faire son travail, mais jamais, en tout cas à ma connaissance, l'auteur ne demande à revoir cette traduction. Alors, nous lui avons envoyé le texte arabe, après la révision de Mahmoud Tarchouna, voici ce qu'il nous a envoyé. 9 pages, comportant 90 fautes, après la révision de Mahmoud Tarchouna, mais ce sont surtout des fautes d'appréciation, c'est-à-dire des manières
non pas des fautes de langue ou des fautes de... Non, mais des manières, d'autres manières de voir comment la phrase, ou bien le mot, ou bien l'expression devait être traduite. Nous en avons tenu compte, évidemment. Pas à 100%, mais nous en avons tenu compte. Alors, que je ne me perde pas, j'ai dit on pourrait évidemment longtemps disserter sur cette manière de faire, surtout qu'aucune mention, et ça c'est très important, aucune mention n'allait être faite de cette validation, à tout le moins autoritaire, de la traduction arabe, ce qui, soit dit en passant, aurait donné au moins une certaine valeur ajoutée à cette traduction. Il avait refusé qu'on dise traduction revue par l'auteur. Oui, peut-être. Aucune mention n'en devait être faite, et donc la traduction a été en fin de compte validée, et nous sommes passés au bon à tirer. Voici la réponse de Mostfatlili, et je vous ai montré donc la liste des corrections. Le 21 juin 2010, le mail de Mostfatlili, un mail de Mostfatlili m'était parvenu. Voici ce que dit ce mail. Alors, Mostfatlili nous dit, il s'adressait à moi, cher Si Mohamed, bon, après les premières considérations qui sont personnelles, je rends visite à la Tunisie entre telle date, du 5 au 19 juillet, et je voudrais, à l'occasion, avoir le plaisir de vous revoir afin d'avoir quelques nouvelles de l'accueil réservé à la version arabe de Gloire des Sables, tant par le public que par les médias. Donc c'est la première fois qu'un auteur s'inquiète autant de la réception, de la traduction de son ouvrage. Au cours des multiples discussions que j'ai eues avec Mostfatlili, il insistait toujours et d'une manière répétée que la Gloire des Sables avait prévu et tenté d'expliquer à sa manière le fonctionnement de la personnalité terroriste. C'est alors que je me suis intéressé à la lecture de l'ouvrage. Parce que je comprenais enfin pourquoi. Moi, j'ai fourni une explication et je voudrais voir ce que ça donne auprès des lecteurs arabophones. Alors, je rappelle brièvement, si Kamel a parlé de Gloire des Sables d'une manière, donc en analysant plutôt les contenus, moi je vais rappeler simplement les faits, les événements de Gloire des Sables. Alors, il est inspiré d'un fait réel survenu le 20 septembre 1979, la prise d'otage dans la grande mosquée de la Mecque, Al-Masjid al-Haram, par des djihadistes opposants à la famille royale saoudienne. Et le titre est en rapport avec le désert d'Arabie, Gloire des Sables. C'est une fleur qui s'épanouit juste après la pluie dans les sables du désert. Donc, alors, le personnage principal, Youssef Montasser, dont a si bien parlé Si Kamel, né en Algérie, son père est parti en Algérie sans jamais revenir. Sa mère, étant incapable de l'élever seule, l'a confié à un couple français. Son enfance a été marquée par l'apprentissage du Coran et une éducation à l'européenne. À l'âge de 16 ans, ses parents adoptifs furent tués par les nationalistes algériens. Premier événement tragique donc, conséquence, départ pour la France. Il s'engage dans la lutte pour la libération de l'Algérie. Il passe une année de prison, puis il part aux États-Unis, il étudie à Harvard et milite au sein du Parti démocrate et devient citoyen américain. Il est contre la guerre du Vietnam, il rencontre la femme de sa vie, je donne très vite les événements, la femme de sa vie, il se marie, il a une fille. McCarthy, à ce moment-là, ne remporte pas les élections. Déception de Youssef, mais il reste actif et décide de créer un mouvement dont a parlé Si Kamel, Young Democrats. Il est repéré par un agent secret, un espion américain, qui voit en lui un potentiel important qui pourrait servir ses intérêts. Le père d'Anne, qui est la femme de Youssef donc, un éminent psychiatre, est nommé à Riyad afin de soigner le mental des princesses saoudiennes. Les parents d'Anne s'installent en Arabie. En 1976, Youssef, sa femme et sa fille se rendent pour la première fois en Arabie,
chez les parents d'Anne. Là, Youssef rencontre l'assistant de son gendre, un Pakistanais, membre d'une organisation qui vise à fomenter une révolution en Arabie et à y installer le califat. Il réussit à l'endoctriner en commençant par l'emmener à la Mecque pour faire le petit pèlerinage, donc pour faire la Umrah. Dans les lieux saints, Youssef renoue avec ses origines et avec Dieu. Il s'engage dans le comité supérieur pour la révolution en Arabie et de retour en Amérique, il devient un membre actif et s'engouffre dans des actes violents d'exécution et de conflits avec les pro-soviétiques qui poussent ses ennemis à perpétrer un attentat où il perdit sa femme. Il est alors anéanti et décide de tout abandonner, s'éloigne avec sa fille, essayant de la protéger, mais ses ennemis l'ont retrouvé et ont fait exploser l'appartement de sa voisine où sa fille avait l'habitude de se rendre, mais elle n'était pas à ce moment-là. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Il demande alors à l'espion américain, qui était devenu son ami, de lui faciliter l'accès en Arabie, où il était convenu qu'il y allait, donc qu'il y ait une attaque contre la caserne de la garde nationale. Mais c'est vers la mosquée qu'il s'est dirigé avec un groupe armé dont l'assistant de son gendre, groupe armé dont l'assistant de son gendre. C'est un acte qui se présente comme étant un règlement de compte avec Allah. Et pour Youssef, lui seul, c'est-à-dire Dieu seul, pouvait répondre de tous les crimes et de la mort de tous les êtres qui étaient chers pour lui. Alors, il y a évidemment une double narration, Kamel en a parlé aussi. Une première narration qu'on appelle une sorte de voix de l'extérieur, c'est-à-dire une sorte de narration objective de l'extérieur, et une deuxième narration, une sorte de voix de l'intérieur. Le traducteur a dit « Saut al-ati min ad-dakhil », je ne suis pas tellement d'accord, c'est une description de l'intérieur de ces événements. Ce n'est pas une voix de l'intérieur, c'est-à-dire qui parle à partir de l'intérieur, mais c'est une voix qui parle sur l'intérieur, et non pas qui vient de l'intérieur. Bon, mais... Donc, je voulais lire deux textes, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de le faire. Je vais passer tout de suite à un ensemble de remarques. L'approche de Mostfatlili me semble consister en ceci. Il donne une certaine explication de l'âme terroriste ou de la psyché terroriste. On règle toujours son problème avec celui qu'on prend pour responsable de son drame. On ne négocie pas, on choisit la solution radicale. Youssef devait attaquer la caserne de la garde nationale. Youssef n'entend rien de tout cela. C'est contre Dieu qu'il dirige son attaque. Et d'ailleurs, dans le texte, l'expression utilisée, c'est un règlement de compte avec Dieu. Action aussi désespérée que sacrilège. L'interdiction, la protection du sacré par l'insupportable, du sacrilège, ne marche pas. L'affront subi, la destruction subie fait passer toutes les frontières. La loi ne tient plus, la peur ne tient plus, le sacré ne tient plus, le bon sens ne tient plus. Seul compte la vengeance de soi, le règlement de compte. Je crois que c'est l'ultime explication de Mostfatlili. À la question « Pourquoi le terrorisme ?», sa réponse est sans appel un règlement de compte. Il est une sorte de machine qu'enclenche l'injustice, certes, la violence ressentie, l'agressivité coloniale, mais aussi la malchance. Tout cela conjugué à l'infernale machine de la manipulation. Alors, Mostfatlili, parce qu'il avait touché à une question que nous débattions tous autour des années 2010 et les années suivantes, il voulait à tout prix savoir si sa contribution, si son explication a bien été entendue et comme telle été perçue par les arabophones. Combattre le terrorisme, c'est d'abord combattre la précarité, combattre l'injustice, la pauvreté, la violence de l'autorité, les faux supports de la culture. Et moi, je pense que cette histoire de la précarité, elle était très importante dans l'explication présentée, avancée par Mostfatlili. Mostfatlili pense que le véritable source et moteur du terrorisme, c'est la précarité humaine. Il y a une exploitation, une manipulation de cette fragilité, de cette vulnérabilité qui fait que
le terroriste devient terroriste. Et donc que si nous devions combattre le terrorisme, il fallait absolument s'attaquer aux causes de cette fragilité et de cette vulnérabilité. A-t-il été entendu? Rien n'est moins sûr. Et là, c'est moi qui... Ce que je vais avancer, c'est ma pensée, c'est mon idée. Ce qui s'est passé tout de suite après 2010 et 2011, ce sont les événements de Syrie, en Tunisie en tous les cas, et les convois de jeunes Tunisiens et Tunisiennes engagés dans le djihad syrien, qui sont peut-être la suite donnée à cette interrogation de Mostfatli, et peut-être la confirmation de l'intuition de Mostfatli. Pourquoi le terrorisme? Mais ils sont sans aucun doute la preuve qu'il y avait bien raison de situer dans la précarité de la personne l'origine ultime du terrorisme. Merci. Merci beaucoup, Mohamed, pour cet éclairage très important. Je pense que maintenant, je voudrais juste ajouter quelques mots. D'abord, j'ai eu le plaisir de passer plusieurs jours à Grenade dans un colloque sur Ibn Khaldoun, mais où les Legado Andalousie avait invité des gens que j'aime beaucoup, comme Fatima Mernissi, comme Mostfatlili, et comme, que j'aime un peu moins peut-être, le Marocain qui est installé à Paris, j'ai oublié son nom, très connu, le romancier marocain. Et nous avons en tout cas passé Tahar Ben Jelloun, voilà. Voilà. Il y avait d'autres personnes qui ont un peu gâché la beauté, mais c'était magnifique. Et je vais vous dire, Mostfatlili, dans ce dialogue des civilisations, a proposé aux Espagnols de restituer la mosquée de Cordoue aux musulmans. Je crois que quand même, je devais le rappeler. Et je voudrais vous dire que Mostfatlili a été nommé comme membre non résident à l'Académie dès décembre 2012. Hein? Donc, on aurait dû le voir un peu plus souvent dans nos murs. Et lorsqu'il a été, quand il est tombé malade, il a pensé à léguer sa bibliothèque à l'Académie, et elle est en cours donc d'indexation et d'enregistrement dans notre fonds ici. Je crois que, à présent, je vous remercie. Ah oui, je voudrais aussi vous rappeler quelque chose d'important. Ahmed Tlili, qui est originaire de Feriane, est un descendant de la grande confrérie de Sidi Ahmed Tlili. Hein? Il est membre de cette, qu'il le veuille ou non, et peut-être que les côtés mystiques que vous pouvez trouver dans sa littérature se trouvent quand même dans ce passé et dans ses racines. Voilà, je crois que maintenant, j'espère que nous pourrons publier cet ensemble ici avec l'Hekma pour pérenniser cet hommage et pour remercier aussi Monsieur Tawfiq Habayeb qui nous a aidés en nous procurant plusieurs des photos qui se trouvent dans ce PP continu que nous avons passé. Je vous remercie et vous convie à un petit pot de l'amitié à la mémoire de notre regretté collègue et ami.